Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir aujourd'hui full spoiler comme chaque semaine sur l'épisode 3 de She-Hulk qui fait environ 35 minutes. Cette fois on reste pas sur notre fin comme avec l'épisode 2 où voilà, même si c'était assez court comme le premier épisode. Là l'épisode 2 je me suis dit on en veut un petit peu plus. On va se concentrer ici donc sur le procès de Emil Blonsky, on va bien évidemment y revenir et je vais pas vous le cacher, c'est pour moi pour l'instant le meilleur épisode. Voilà, le premier j'avais apprécié, le deuxième je me suis dit c'est bien mais bon sur le fond ça présente pas grand chose. Là ça y est, on est rentré dans ce que nous vend la série depuis le départ en fait, c'est-à-dire un ancrage dans la réalité déjà premièrement, le brisage du quatrième mur. Bref, plein de choses positives et vraiment des moments what the fuck, ça aussi je vais y revenir. On suit donc dans cet épisode le procès d'Emil Blonsky, mais aussi avec un montage en parallèle, avec tout simplement une autre enquête, qui tout simplement nous présente un elfe d'Asgard, bien sûr, ça aussi je vais y revenir. Et donc comme j'ai dit, on est sur un épisode que j'appellerais de méta, c'est-à-dire un épisode où tu le vois et tu as l'impression presque que ça pourrait se passer dans la réalité, mais vraiment, et ça fait tellement un bien fou parce que en ce moment, on est en plein dans les trucs supernaturels ou science-fiction, multiverse, antiquité égyptienne, Doctor Strange, enfin bref, que des trucs what the fuck, etc. Plusieurs timelines, j'allais dire télé-réalités, n'importe quoi, plusieurs réalités. Et là, ça fait du bien parce qu'on a tout simplement un épisode qui va s'ancrer dans la réalité, avec une Jennifer Walters qui va déjà briser le quatrième mur. Et là, je le note parce que c'est vrai que dans les précédents épisodes, je l'avais pas vraiment relevé, parce qu'en fait, tout simplement, selon moi, ça ne méritait pas d'être relevé. Le brisage du quatrième mur, qui est un petit peu un élément que Marvel Studios nous avait vendu depuis un moment, voilà, c'était une des particularités de la série, et bien jusque-là, il n'était pas tip-top, je trouve, il servait pas à grand-chose, voilà, il apparaissait une fois par épisode et encore des fois que. Là vraiment on est sur quelque chose qui est utile, voilà, où elle nous dit oui mais je vais vous dire, en fait il y a un caméo par épisode, alors faut que je revoie l'épisode, je sais pas si elle a dit qu'il y a un caméo par épisode, avec dedans, c'est sûr, il y aura Wong par épisode, Abomination par épisode et Hulk par épisode, mais je pense que j'ai mal compris, parce que j'étais en train de noter ça sur mon petit carnet quand je fais des critiques, parce que tout simplement, Hulk, c'est le premier épisode où il n'est pas apparu du tout. Voilà, et vraiment, est-ce que ça fait une différence? Absolument pas, c'est même mieux. Voilà, là, on arrive enfin à se concentrer en plein sur le personnage de She-Hulk. On est encore dans cette réalité méta, puisque les journalistes font un petit peu des trucs en mode fake news, oui, l'Abomination et Jennifer Walters ont couché ensemble, ils ont un enfant, etc. C'est incroyable. Il y a aussi une référence aux comics que j'ai apprécié, où la journaliste dit est-ce que c'est vrai que vous avez obtenu vos pouvoirs à cause d'une embuscade de la mafia, qui est typiquement en fait l'origine story du personnage, qui se fait embusquer par un gang, qui se fait tirer dessus et qui est sauvé par le sang de Bruce Banner ensuite, et c'est comme ça qu'elle devient She-Hulk dans les comics. Bref, j'ai bien aimé, et aussi ce côté où il y a un intervenant qui arrive en disant oui, mais en fait She-Hulk, ils ont donné juste la virilité de Hulk à une femme. Et c'est, quand j'ai entendu ça, j'ai cru revoir certains de mes commentaires YouTube. Vraiment, c'est typiquement... En fait, tout ce qui se passe dans cet épisode, c'est typiquement ce qui pourrait se passer dans la réalité, vraiment. Et ça fait un bien fou, vraiment. Comme j'ai dit, ça casse ce côté qui partait par moments en cacahuète avec le multiverse, etc. Et donc, je pense que pour ça, ça fait une petite coupure et ça fait une petite pause et ça fait du bien, mine de rien. Voilà. Et enfin aussi des références, parce que c'est pas juste l'ancrage à la réalité, on en avait parlé dans le second épisode, c'est aussi le fait de rendre tout les événements du MCU assez cohérents entre eux. Dans l'épisode 2, on avait notamment relevé le fait que ça y est, enfin, on parle enfin du Céleste pour la première fois qui traverse la moitié de l'océan Pacifique. Moi, c'est vraiment le truc que je trouve aberrant depuis maintenant pas mal de projets, que personne n'en parle, alors que c'est vraiment un truc qui fait 800 km de long, et on n'en a pas parlé. On en a parlé dans l'épisode 2, et là, on est de retour encore avec une référence à New Asgard, avec donc une elfe qui vient directement de là-bas. Ça parle de New Asgard, ça fait des petites vannes en mode oui, mais voilà, ne fais pas le discours de Thor, on n'est pas dans un tribunal pour faire un discours de Thor. Et bien moi, j'ai apprécié, c'était pas grand-chose, mais c'est la première fois, en dehors des projets Thor, que l'on parle de New Asgard. Est-ce qu'on s'en rend bien compte de ça? Donc ça fait plaisir, mine de rien, je sais pas, t'as quand même tout un peuple extraterrestre issu d'un autre royaume qui est venu se réfugier sur Terre, qui a construit son petit truc sur Terre, c'est devenu même, on l'a appris dans Thor 4, une zone très touristique, etc. Donc c'est pas anodin. Et donc ça y est, on finit par en parler, c'est pas trop tôt non plus, donc ça fait plaisir. Et enfin, je vais passer à autre chose qui là aussi est ancré dans le réel, c'est Wong qui a un profil LinkedIn. Alors Wong,
dans cet épisode n'est toujours pas respecté, bien entendu, au plus grand plaisir de certains, je pense. Alors Wong, vous le savez, si vous me suivez, ça n'a jamais été le personnage que j'apprécie. Dans Doctor Strange 1, j'aimais bien ce qu'il faisait avec parce que je me disais, ok, c'est un mec qui est très sérieux, et il a ses failles. Voilà, je veux dire, quand tu le vois tout sérieux pendant Doctor Strange 1 et qu'à la fin, il est en mode mort de rire, il se tape un fou rire, tu comprends pas, là j'apprécie. Parce que tu te dis, ok, finalement, il a des choses en lui, etc. C'est un mec pudique, mais il est professionnel et tout, mais il a ses trucs. Et là, c'est vrai que Wong, depuis un petit moment maintenant, c'est le mec qui est juste là pour être attachant, sympa, qui fait des vannes, qui se prend au sérieux tout en étant pas respecté. Enfin, c'est très bizarre. Malgré tout, j'ai apprécié le voir. J'ai quand même apprécié le voir, faut quand même le dire, parce que c'est Wong, en fait, et parce qu'on en apprend aussi beaucoup plus sur tout simplement ce qui s'est passé. On va y revenir un petit peu après. J'aimerais parler d'abord de Emil Blonsky. Emil Blonsky qui, contre toute attente, et vraiment, vous le savez, parce que c'était ma plus grosse attente peut-être de cette série, et je me disais, mais attends, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour respecter Emil Blonsky dans ce ton du MCU qu'on nous donne depuis maintenant un moment? Parce qu'Emile Blonsky dans l'Incroyable Hulk, film d'ailleurs que j'ai apprécié, voilà, en déplaise certains, mais ce film que j'ai apprécié, que je trouve un petit peu sous-coté d'ailleurs, eh bien, était assez sérieux en fait. En fait, Emile Blonsky, c'est un mercenaire qui aime le challenge. Le mec, il a 45 ans, il veut encore retourner sur le combat. C'est vraiment le mercenaire en puissance. Et quand je le voyais dans la bande-annonce, je me disais, mais attends, mais comment est-ce qu'ils vont le rendre sympa en fait? Et sans le défoncer. Et au final, ben franchement, ça passe plutôt très bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes fan un petit peu de l'Abomination, mais franchement, en fait, ça passe très bien. Il est vraiment hilarant, mais pour la simple et bonne raison que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, on n'y croit pas une seule seconde. Il y a beau, et là dans cet épisode, c'est comme si en fait les scénaristes disaient noir sur blanc. Emile Blonsky, il se joue de vous. Voilà, tu vois, le moment où il fait venir tous les témoins, où il dit ouais, tu as sauvé mon mariage, tu as fait ci, tu as fait ça, pour te montrer que Emile Blonsky s'est donné l'image d'un saint, c'est que là, c'est sûr et certain, le mec, il est stratégique, tu vois. Ça fait des années qu'il monte son plan, il se dit ok, il faut que je sorte de tôle, je vais la jouer cool, etc. Tu vois. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que pour l'instant, le changement qu'ils ont donné à Emile Blonsky n'est juste qu'une stratégie selon moi, et donc ce n'est pas incohérent avec l'Incroyable Hulk, et ça fonctionne plutôt très bien même dans la série. Donc pour l'instant, c'est vraiment un taf que je trouve vraiment, je vais pas dire incroyable, mais qui fonctionne plutôt très bien, et qui fait plutôt aussi plaisir à voir, parce que Tim Roth est plutôt très cool aussi. Moi, c'est un acteur que j'adore. On passe maintenant à l'Abomination, donc l'autre côté du personnage, où là, les FX, là aussi, à ma plus grande surprise, bah, sont plutôt pas mal, pour être honnête. Alors, au niveau du look, ils lui ont donné un air tout gentil, voilà, donc c'est assez particulier, et ça s'éloigne énormément de ce qu'on a eu par rapport à l'Incroyable Hulk, ou même par rapport à Shang-Chi, puisqu'il était montré en gros plan en train de gueuler, donc ça avait quand même un petit côté monstrueux. Là, c'est vrai que, regardez cette image, il fait quand même très humain, mais c'est pas dérangeant parce que c'est aussi toute l'intention de la série de nous montrer en fait que Emil Blonsky n'est plus l'abomination, n'est plus un monstre, que c'est un citoyen, qu'il veut devenir citoyen. Donc le fait de mettre un design un peu plus humanisé, c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange. Là où j'avais peur, c'était plus les effets spéciaux de l'abomination. Je me disais, ouais, non, mais là, faut pas qu'il se rate. Imaginez, ils font pire que l'abomination dans l'Incroyable Hulk, qui était vraiment, pour le coup, objectivement, pas très beau à regarder. Et je parle pas de son caractère design, hein, je parle juste de la qualité en termes d'FX. Ben non, en fait, il rend plutôt très bien, et ça c'est plutôt cool. Et on apprend aussi quelque chose qui là, pour moi, est un petit peu survolé, j'espère qu'ils vont y revenir, c'est que apparemment Wong a forcé l'Abomination à sortir de prison pour sa formation de sorcier suprême. Alors on imagine un petit peu un rite en mode voilà, il doit suivre toute une formation et à la fin il a un combat final contre quelqu'un qui hypothétiquement parlant doit être plus fort que lui, il doit le vaincre et après ce combat, une fois qu'il a vaincu ce combat, une fois qu'il a triomphé, c'est là où il peut recevoir le titre de sorcier suprême. Le souci c'est que c'est un petit peu survolé, je trouve, t'en apprends pas grand chose pour être honnête, t'apprends pas grand chose en plus. Et en fait, il dit juste, voilà, je l'ai forcé à sortir de prison, etc. Mais comment est-ce que tu justifies le fait que l'abomination, dans Shang-Chi, en fait, commence à être vénère contre Wong? Est-ce qu'aussi cache son jeu? Voilà, ce qui est possible. Voilà, pareil, tout le côté Wong, où il dit premier degré, ouais, je suis le sorcier suprême, où il fait tout son CV, etc.
bon, c'était un peu kitsch. Voilà, c'est pas le truc qui m'a fait gaulerie à 300%, on va dire. Mais écoutez, pourquoi pas? Voilà, pour moi, tout cet aspect, en fait, Wang qui force l'abomination à sortir de prison alors que le mec, ça fait des années qu'il monte un plan stratégique pour se tenir au calme. Le fait que, enfin, il y a un truc de bizarre. Soit c'est survolé, soit c'est que Wang nous ment, soit c'est qu'on sait pas un truc. Donc là-dessus, on attend de voir. On verra pour la critique de l'épisode final hein, ce qu'il en est. Peut-être qu'on l'apprendra même après, parce que le MCU, on apprend toujours des trucs. La preuve, c'est que là, on vient d'apprendre dans She-Hulk, genre 2-3 ans après Shang-Chi, pourquoi en fait l'abomination était dans Shang-Chi. Donc peut-être que, eh bien, on le saura dans 6 ans. Voilà. Par contre, concernant, alors je vais quand même y revenir parce que bah, c'est une critique et je dois y revenir, même si vous le savez, j'en ai déjà parlé qu'en termes d'effets spéciaux, je pense que cette série va être très inégale et qu'il faut pas avoir trop d'attentes. C'est vraiment She-Hulk qui, voilà, pour moi c'est le pire épisode en termes d'effets spéciaux. À chaque fois qu'elle était à l'écran en tant que She-Hulk, ça me dérangeait. Ses mouvements font très jeu vidéo, c'est pas très fluide. Son caractère design, par moment, c'est un petit peu lisse. Il y a vraiment, quand il y a des gros plans, que là, ça se débrouille, où là, tu arrives à voir le grain de peau, la lumière qui se reflète, les ombres du visage, etc. Mais à chaque fois que tu vois She-Hulk, en fait, en train de marcher un petit peu en plan plus large, là, c'est compliqué. Et pour le coup, là où dans l'épisode 2, je trouvais quand même les effets spéciaux qui étaient en dessous de l'épisode 1, mais ça ne m'avait pas vraiment dérangé, en fait. Là, dans cet épisode 3, ça m'a dérangé. Ça m'a sorti de l'épisode. Donc voilà, c'est pas non plus le truc que j'attends. Comme je vous l'ai dit, je pense que les effets spéciaux, faut pas s'attendre à beaucoup dans cette série. C'est la réalisatrice ou la scénariste, je sais plus, qui avait avoué que il y avait des plans qui étaient prévus normalement dans la série avec She-Hulk et que Kevin Feige lui a dit ce plan-là, tu dois le remplacer par un plan avec Jennifer Walters parce que niveau effets spéciaux, on pourra pas tout faire niveau budget. Donc c'était sûr et certain que vu que c'est un personnage, un héros qui est full en 3D, qu'on ne pouvait pas se contenter de la qualité qu'on a eue avec Hulk pendant 9 épisodes, quoi. Voilà, c'était sûr. Ensuite, il y a des petites théories, des petites questions qui commencent déjà à se poser. Déjà, où est Titania, qui est censée être la méchante principale de la série? On sent qu'elle va arriver plus forte. Il y a aussi son procès qui va arriver. Et ça, j'ai hâte de le voir parce que ça a été un petit peu montré dans les bandes annonces, etc. Donc, à voir ce qui va en être et à voir comment aussi elle va devenir l'antagoniste principal, si je puis dire, et aussi surtout des petites questions qui se posent concernant ce petit gang. Alors déjà, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont braqué, d'après ce qui est dit, un espèce de bâtiment asgardien pour récupérer des armes. Alors déjà, là aussi, ça montre tout un aspect, ça développe tout le côté de New Asgard, encore une fois, que j'apprécie, même si je me demande un petit peu comment est-ce que des humains, même qu'ils soient armés, peuvent braquer un bâtiment asgardien qui a des armes à l'intérieur, où il y a des armes à l'intérieur. Je me dis, bah, c'est forcément gardé par des gardes asgardiens, etc., qui ont une formation à grand combat, qui ont peut-être une super force, etc. Là, pour le coup, c'est vrai que je me pose des questions par rapport à ça, mais bon, c'est vraiment très secondaire. La question principale que je me pose, et qui est selon moi un peu plus hypante, c'est qui est le patron de ces personnes? Parce qu'ils le disent à la fin quand ils rentrent dans la voiture, ouais, le patron, il va pas être content. Est-ce que c'est un truc qui me rappelle vachement Hawkeye pour le coup, où on sentait qu'il y avait un patron, il s'appelait ça le boss et l'oncle, je crois, pendant toute la série. Et à la fin, tu découvrais que c'était le Caïd. Est-ce que ça serait pas le Caïd encore une fois? Parce que, en fait, tu te dis, bon, il y a Daredevil qui apparaît bientôt dans la série. Voilà. Qui est lié donc au Caïd, bien entendu. Tu sais que le Caïd sera là dans Echo. Tu sais que le Caïd va prendre une place plus importante. Et vraiment, ça serait pas déconnant de se dire qu'un mec comme le Caïd, eh bien, en fait, utilise les ressources qu'il a à sa disposition, et donc les nouvelles, et donc les armes extraterrestres, asgardiennes, etc., pour en venir à ses fins. Lui, business is business, voilà, il va monter des plans, tu vois. Donc, je me dis, est-ce qu'il pourrait pas y avoir le Caïd derrière cette histoire dans She-Hulk ? À la fin de, voilà, qu'on découvrirait ça à la fin de la série, ça pourrait être intéressant, ça serait un petit peu logique, et ça donnerait de l'importance au Caïd, qui est quand même un gros méchant, et donc c'est cool si on le fait traverser comme ça plusieurs arcs. On l'a vu dans Hawkeye, ça serait cool de le voir dans She-Hulk, on va le voir dans Echo, et aussi probablement dans la série Daredevil Born Again. Donc ça peut être très très cool de lui donner une certaine importance au fil des années, je pense. Et enfin, nous allons parler de la scène post-crédit. Voilà. Alors, la scène post-crédit, c'est marrant parce que ceux qui avaient vu l'épisode en avance, je vous l'avais même tweeté, avaient dit ouais, la post-crédit de She-Hulk épisode 3, elle va casser Internet, ça va faire des mèmes et tout, et ce n'est pas un caméo.
Alors du coup, je crois que juste l'actrice star de l'épisode là, celle qui joue Megan ou Magali, je sais plus comment elle s'appelle, qui twerk avec Shield justement, je crois que pour le coup c'est une personne réelle, donc on peut potentiellement dire que c'est un caméo. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à un twerk, donc type de danse ultra sexualisant, dans une série MCU grand public, qui justement combat toute cette image autour du fait que la femme est juste un objet sexuel, etc. Alors là je suis en train de stigmatiser, bien évidemment, la danse dans la série n'a rien de sexuel, c'est juste que c'est ultra surprenant, en fait, dans le bon sens, hein, de voir, en fait, She-Hulk en train de twerker, si vous voulez, avec l'autre qui va lui donner des petites, des petites tapes sur le cul sacarien. Maintenant, bon, on peut dire un délire comme ça. Donc ouais, je m'y attendais pas, et effectivement, ça va finir en même, vraiment. Ah, c'est sûr et certain. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Globalement, pour conclure, ce que je peux dire, c'est que cet épisode, ben, malgré tout, il est assez complet. On rentre dans l'histoire enfin avec ce délire d'avocat, avec ce montage en parallèle du bureau d'avocat qui va défendre donc des super-humains, des méta-humains, appelez ça comme vous voulez. Et en même temps, cette histoire avec She-Hulk, qui a même une petite référence avec un brisage du quatrième mur à la fin, où She-Hulk dit Ah, on a lié les deux histoires, c'est malin. Bon, tout le monde fait ça, mais pourquoi pas. Voilà, ben enfin, on commence à voir l'abomination se transformer, qui est plutôt satisfaisant, je trouve. Il y a du Wong qui est arrivé. She-Hulk aussi commence à se dire Ah, elle vient de me donner une idée, l'elfe, est-ce que je pourrais pas retirer mes pouvoirs? Et c'est vrai que quand son ancien collègue lui dit Ouais, il faudrait qu'on lui retire ses pouvoirs, etc., à l'elfe, il a l'air de parler comme si, en fait, il connaissait l'existence de cette méthode, comme si c'était possible de retirer des pouvoirs. Et si c'est le cas, ça va changer bien les choses. Et là encore, je vais faire le parallèle avec Flash, parce que le fait d'avoir un bureau d'avocats qui défend des méta-humains, c'était une chose que l'on voit dans la série Flash, et il se passe exactement la même chose, et je pense que c'est inévitable, c'est qu'à partir du moment où tu mets les méta-humains dans la société, il faut aussi peut-être aborder l'enjeu du fait qu'il y en a certains qui ne veulent pas être méta-humains, et certains aussi qui sont peut-être condamnés à voir leur pouvoir retiré pour le bien de la société, etc. Donc peut-être qu'ils vont faire la même chose ici, peut-être que c'est inévitable, et peut-être que le gouvernement, ou je sais pas, n'importe qui, peut-être Damage Control, ce qui ferait le lien avec le reste, eh bien aurait mis au point quelque chose qui permettrait tout simplement d'empêcher les super en fait d'agir avec leur pouvoir, même si pour l'instant je pense pas, parce qu'au moment où on dit que l'abomination est libérée sur parole, ben si une telle technologie avait existé, il lui aurait dit ok t'es libéré, mais on t'enlève ton pouvoir de te transformer en abomination. Voilà, au lieu de te dire on te met un traceur et dès que tu te transformes en abomination, tu retournes en tôle. Donc à voir si ça va se développer. Mais je trouve ça plutôt intéressant comme sujet de réflexion. Écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cet épisode. Est-ce qu'il vous a plu, déplu? Est-ce que c'est votre épisode préféré comme moi? N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Très bonne rentrée à ceux qui ont déjà commencé aujourd'hui les cours ou qui reprennent dans les prochains jours. Que la chocolatine soit avec vous. Et en attendant les doses, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les doses.